Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε σε αυτό το βίντεο που θα μιλήσει για την ελληνική mythologie. Bon d'accord, ok, ça marche, on va la faire en français, y a pas de souci, bon, ok d'accord. Bon, avant d'évoquer les 10 travaux que lui a imposé Eurysthée, et oui, j'ai bien dit 10 et non pas 12, car en fait, vous allez voir qu'Héraclès a dû en refaire 2 de plus, mais on en reviendra évidemment dans la vidéo. Parlons un petit peu du pourquoi, du comment Héraclès a dû faire ces travaux qui lui ouvrira les portes de la gloire. Fils de Zeus et d'Alcmène, une humaine, il sera poursuivi toute sa vie par la fureur d'Héra qui n'est autre que la femme de Zeus. Pour tenter d'apaiser la colère de sa femme, Zeus décida d'appeler l'enfant Héraclès qui signifie gloire à Héra, mais pas de bol, ça n'arrangera rien. Suite à un moment de folie inspiré par Héra, Héraclès tue sa femme Mégara et ses 4 fils. Lorsqu'il revient à la raison, il consulte la Pythie qui se trouve à Delphes pour savoir comment expier sa faute. Cette dernière lui ordonne de se mettre au service d'Eurysthée qui au passage est son plus vieil ennemi et d'accomplir les tâches qu'il lui ordonnerait. Et c'est là qu'Eurysthée lui ordonne les 10 travaux. Nous allons de suite découvrir ce qu'il a dû réaliser. Le premier des travaux que doit réaliser Héraclès est de tuer et d'écorcher le fameux lion de Némée ou de Cléonae. Oui, il a 2 noms. C'est une bête gigantesque avec une peau que rien n'entamait, un peu à la Luke Cage en version lion gigantesque. Oui, ça fait peur. Héraclès a eu beaucoup de mal à retrouver la bête car cette dernière avait un peu laminé toute la population environnante. Il décida de se rendre au mont Trétos et là vit le lion retourner à sa tanière. Sans attendre, il décida de tirer une volée de flèches sur le fauve qui, bien sûr, sera sans effet. Le lion nargua Héraclès en se léchant les pattes suivi d'un long bâillement. Héraclès utilisa son épée qui, bien sûr, au contact de la peau du lion, se torda. Il enchaîna avec un violent coup de massue qui se brisa également. Cela aura pour effet de vaguement étourdir le lion qui retourna à sa tanière. Héraclès se rendit compte que les armes n'auront aucun effet sur ce lion, celui-ci se jeta sur son adversaire et commença à l'étrangler. Le lion lui arracha un doigt mais la prise d'Héraclès sera très efficace car le lion s'étouffa. Héraclès s'empare de la dépouille du lion et l'emporta à Mycène tout en se faisant au passage une armure grâce à la peau du lion qu'il avait taillée grâce à ses griffes coupantes comme des rasoirs. Il utilisa également la tête comme un casque. Eurysthée, stupéfait et effrayé par l'apparence d'Héraclès, lui interdit à jamais l'accès de la ville et lui ordonna de déposer le fruit de ses prochains travaux devant les portes de la ville. On passe au deuxième des travaux que ce délicieux Eurysthée imposa à Héraclès et on va évoquer celui de l'hydre de Lerne, probablement le plus célèbre de ses travaux. Héraclès devait tout simplement tuer le monstre né de Typhon et Échidna et élevé par une certaine Héra pour mettre Héraclès en péril. Décidément, elle ne l'aimait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Lerne se trouve près de la mer, non loin de la cité d'Argos. À l'ouest se trouve le mont Pontimos avec son bois de platane sacré qui s'incline vers la mer. Cette région fertile et sacrée à la fois vivait dans la terreur de l'hydre dont le repère se trouvait sous un platane à la septuple source du fleuve Amymonée. L'hydre avait un corps de chien, 8 ou 9 têtes de serpent dont l'une était immortelle et recouverte en partie d'or. Elle avait un poison si fort que seule l'odeur suffisait à faire mourir. Athéna avait même médité sur le meilleur moyen pour Héraclès de venir à bout de ce monstre. Après avoir réussi à faire sortir l'hydre de son repère grâce à une volée de flèches embrasée et en retenant son souffle, Héraclès réussit à s'emparer d'elle. Le monstre s'enroula immédiatement autour des pieds du héros pour le faire chuter. Héraclès réussit à couper plusieurs têtes mais cela fut vain car une tête coupée fait repousser immédiatement 2 à 3 têtes supplémentaires. À ce moment-là, sans prévenir, un crabe géant sortit de la mer pour venir en aide à l'hydre et mordit au pied Héraclès qui furieux l'écrasa dans sa carapace et appela Iolaos à son secours. Iolaos alluma un grand feu à une partie du bois puis grâce à ce feu cautarisa les têtes tranchées de l'hydre pour empêcher des nouvelles têtes d'apparaître. Avec une harpée ou une serpe d'or, Héraclès décapita la tête immortelle et l'enterra toute vibrante de sifflements terribles sous un lourd rocher près de la route d'Elaeos. Il arracha des entrailles de la bête son venin et en enduit ses flèches qui à partir de cet instant feraient des blessures irrémédiablement mortelles. Une petite anecdote suite à cela, Héra a souhaité récompenser le crabe qui a tenté l'impossible sur Héraclès, le mit au nombre des 12 signes de zodiaque. N'oubliez pas qu'Eurysthée a refusé de considérer ce travail comme régulièrement accompli car Héraclès a demandé l'aide d'Iolaos. Ce que je retiens surtout, c'est que les crabes, ils sont vicieux et sournois. Enchaînons maintenant avec le troisième des travaux qui était de capturer la biche de Cérynie et de la ramener vivante d'Oensoé à Mycène. Cette biche, très rapide en course, possédait des sabots
d'airain et des cornes d'or comme un cerf. Précisons toutefois que cette biche était dédiée à Artémis, ce qui explique sûrement le fait qu'elle soit ramenée vivante, car cette dernière n'avait pas pu l'attraper pendant son enfance. Héraclès ne voulait pas tuer cette biche et décida de ne pas employer la force. Il se mit à la poursuivre pendant une année entière. Quoi ? Une année à courir après une biche ? Donc il l'a poursuivie sans relâche jusqu'à ce qu'elle se réfugia sur le mont Artémission, puis elle descendit jusqu'au fleuve Ladon. Héraclès tendit son arc et la toucha entre l'os et le tendon, lui bloquant les pattes de devant sans une seule goutte de sang versée. Ouais, il est balèze quand même. Il la chargea sur ses épaules et se rendit au plus vite à Mycène. Artémis vint à la rencontre d'Héraclès et lui reprocha d'avoir maltraité son animal. Il se justifia qu'il devait obéir à Eurysthée et reporta la faute sur ce dernier. Artémis calma sa colère et lui permit de se rendre finalement à Mycène avec l'animal. On passe au 4e de ses travaux et celui-ci était de prendre vivant le sanglier d'Eurymanthe qui était une bête sauvage aux proportions gigantesques qui vivait sur les pentes recouvertes de cyprès du mont Érymanthe ou dans les fourrés du mont Lampéia en Arcadie. Après de longues péripéties où il va encore tuer des gens et même un de ses amis dont le centaure Chiron d'une flèche empoisonnée, oui, souvenez-vous le poison de l'hydre. Car il faut préciser que Chiron était immortel, mais à cause de la blessure provoquée par la flèche empoisonnée de son ami Héraclès, il demanda à Zeus de lui retirer son immortalité car celui-ci souffrait affreusement depuis des jours. Précisons que c'est Prométhée qui récupère l'immortalité de Chiron. Comment ? J'en ai aucune idée et je ne vis pas sur l'Olympe contrairement à lui. Bref, Héraclès a bien géré sur ce coup-là. Suite à tout cela, Héraclès se mit en route pour chasser le sanglier près du fleuve Érymanthe. Il réussit à le faire sortir des fourrés grâce à des cris puissants. J'imagine trop la scène. Et grâce à cela, conduit le sanglier dans un trou profond rempli de neige et sauta sur son dos. Il l'attacha vivant avec des chaînes et l'emporta vivant sur son dos à Mycène. Il apprit en chemin que les Argonautes se rassemblaient pour partir pour la Colchide. Du coup, il pose le sanglier à terre avant d'attendre les nouveaux ordres d'Eurysthée et abandonna la bête en dehors de la place du marché de la ville. On ignore du coup qui a tué la bête, mais ses défenses furent conservées dans le temple d'Apollon à Cume. Le 5e des travaux était de nettoyer en un seul jour les écuries d'Augias qui étaient dans un état de saleté répugnante comme ma chambre. Pardon. Eurysthée, un poil sadique ? Non, sans blague. Imagina avec un malin plaisir le dégoût d'Héraclès, obligé de charger le fumier dans des paniers qu'il portait sur ses épaules. Cependant, le fameux et délicieux fumier de ses écuries n'avait pas été enlevé depuis des années, et l'odeur était tellement ignoble qu'elle se répandait dans tout le Péloponnèse. Pour info, le Péloponnèse, c'est ça. Du coup, Héraclès eut une idée de génie. Il décida de créer une brèche dans le mur des écuries en 2 endroits, et ensuite dévia le cours des fleuves du voisinage, à savoir l'Alphée et le Péné, pour faire en sorte que les eaux se précipitent dans les écuries, et miracle, ça fonctionna. Les écuries furent nettoyées. Ainsi, il réussit à faire ce travail en une journée et remit en état les écuries, mais aussi toutes les terres environnantes qui étaient dans un état détestable. Même les plantations ne poussaient plus. Cependant, Héraclès avait demandé à être rémunéré pour cette tâche. Il ne le sera pas, et à cause de cela, Eurysthée lui ajoutera un 12e travail. Bravo le veau! Bon, après un nettoyage express, le 6e des travaux était d'exterminer les oiseaux innombrables consacrés à Arès qui étaient rassemblés autour du lac Stymphale. Pourquoi sont-ils ici ? Eh bien, ils ont été effrayés par les loups du ravin des loups. Précisons que le bec, les pattes, les ailes de ces oiseaux étaient en bronze. Ils avaient la taille d'une grue et ils dévoraient les hommes qui passaient par là. Oh bah, massacrer des animaux, ça va être facile pour notre héros. Vous n'êtes pas prêts. Lorsqu'Héraclès arriva au bord du lac, il comprit de suite qu'il ne pouvait pas chasser les oiseaux avec ses flèches car ils étaient beaucoup trop nombreux. Et c'est là qu'Athéna, très chère Athéna, remit une paire de crotalum, autrement dit des castagnettes, qui étaient en bronze, qui au passage ont été fabriquées par Héphaïstos. Avec cet outil,
cueillite des castagnettes, je précise, il alla sur le mont Silène qui dominait le lac et activa les castagnettes. Le son était un véritable vacarme qui rendit les oiseaux fous de terreur. Héraclès en abattit un nombre incalculable et les rescapés se dirigèrent par un vol immense jusqu'à l'île d'Arès qui se situait dans la mer Noire. Ouais, des castagnettes bordel. Pour son 7e travail, oui, on lâche rien, Eurysthée ordonna à Héraclès de capturer le taureau de Crète qui ravageait les lieux, arrachant les plantations dans les champs et renversant les murs des vergers. Lors de son arrivée, le roi Minos offrit toute l'aide possible à notre glorieux héros qui refusa la main tendue. Il préféra tout simplement attraper l'animal à main nue malgré le fait que ce dernier avait des flammes qui lui sortaient du museau. Après un long et dur combat, le taureau se laissa faire et Héraclès le ramena à Mycène où Eurysthée décida de le dédier à Héra qui décida de le relâcher. Ouais, tout ça pour ça. Héra le mena un petit peu partout vers Sparte, puis dans l'Arcadie, car elle ne voulait pas qu'il devienne un présent pour la gloire d'Héraclès. Une fois à Marathon, c'est Thésée qui récupéra l'animal, l'emmena à Athènes et l'offrit en sacrifice à cette très chère Athéna. Bon, je crois qu'il est temps de passer au 8e travail qui est le plus, what the fuck. Ouais, what the fuck. Eurysthée donna l'ordre à Héraclès de capturer les juments sauvages du roi de Thrace, Diomède, qui régnait sur le peuple belliqueux des Bistoniens et dont les écuries de la ville de Trida étaient la terreur de la Thrace, et mon dieu que oui. Diomède maintenait ses juments attachés par des chaînes de fer à leur mangeoire de bronze et les nourrissait de la chair de ses hôtes. Ouais, il donnait à bouffer à ses canassons des gens humains qui venaient le voir. Bon, pour info, les chevaux se nommaient Podargos, Lampon, Xanthos et Deinos. Accompagné de quelques volontaires, car finalement c'est plus facile à plusieurs, Héraclès s'embarqua pour la Thrace. Arrivé à Tyrida, il se rendit maître des vallées d'écurie de Diomède et mena les juments jusqu'à la mer où il les laissa sur un monticule à la garde d'Abderos, son amant. Oui, une bien belle connerie. Pourquoi il fait ça ? Eh bien, Héraclès alla défoncer les Bistoniens qui s'étaient lancés à sa poursuite. En sous-nombre, il réussit à les vaincre en creusant un tunnel qui fit que la mer inonda les basses terres. Au passage, il réussit à capturer Diomède en l'assommant d'un coup de massue. De retour près des juments où il découvrit avec effroi que les canassons avaient bouffé jusqu'à l'os son amant Abderos, oui forcément, il donna aux juments leur propriétaire à manger vivant, ce qui calma immédiatement la folie de ces... cheval. Une fois tout ce beau monde calmé, Héraclès n'avait plus qu'à ramener les équidés à la cité d'Argos. On arrive au 9e des travaux qui consistait à apporter à la fille d'Eurysthée, Admète, la ceinture d'or d'Arès que portait la reine des Amazones, Hippolytée. Putain, rien que ça. Après avoir réuni un groupe de volontaires, Héraclès mit voile en direction du fleuve Thermodon. Mais parlons un instant des Amazones. Elles étaient les filles d'Arès, dieu de la guerre au passage, oui, rien que ça, et de la naïade Harmonie. On dit même que leur mère était la déesse de l'amour Aphrodite, ce qui est classe, et d'autres disaient qu'elles étaient les filles d'Autréré, qui est la fille d'Arès. Là par contre non, c'est pas classe du tout. Bref, au moment où Héraclès se rendit chez les Amazones, elles avaient toutes regagné le fleuve Thermodon, et leurs 3 villes étaient gouvernées par Hippolytée, Antiope et Mélanipée. Une fois à destination, il jeta l'angle dans le port de Thémiskira où Hippolytée lui rendit visite et qui sera séduite immédiatement par son physique et sa belle musculature, et elle lui offrit directement la ceinture d'Arès en témoignage d'amour. Ouais, pas très compliqué finalement. Mais entre-temps, Héra, tiens, encore toi très cher Héra, déguisée en Amazone, répandait la rumeur que ces étrangers qui venaient d'arriver étaient là pour enlever Hippolytée. Les Amazones ne se firent pas prier, elles sautèrent sur la selle de leurs chevaux et attaquèrent le navire d'Héraclès. Héraclès crut à une trahison et tua Hippolytée, et à lui seul massacra toutes les Amazones qui ont lancé cette attaque. Ouais, bon là où passe Héraclès, plus grand chose reste vivant. Le 10e des travaux d'Héraclès fut de ramener le fameux troupeau de Gérion d'Érythie, une île située près de l'océan sans autorisation ni paiement, oui sinon c'est pas drôle. Pour info,
info, Gérion, fils de Chrysaor et de Callirhoé, fille du titan Océanos, il était le roi de Tartessos, situé en Espagne, et avait au passage la réputation d'être l'homme le plus fort de la Terre. Il était né avec 3 têtes, 6 mains et 3 corps réunis à la taille. Beau gosse. Par contre, le troupeau de Gérion était d'une beauté merveilleuse et gardé par le berger Eurytion, fils d'Arès, tiens donc, et par le chien à 2 têtes Orthos, qui avait appartenu à Atlas, né de Typhon et Échidna. Au cours de son passage en Europe, inutile de préciser qu'Héraclès tua beaucoup de monde, je vais pas dans le détail, il me faudrait une autre vidéo. Une fois arrivé sur place, il se rendit au mont Abas. Le chien Orthos s'élança sur lui en aboyant. Oh, quel courage quand on connaît Héraclès. Et Héraclès l'abattit avec sa massue. Putain, j'y crois pas, ce pauvre petit chien plein de courage. Bref, je m'égare un petit peu. Mais c'est pas fini. Forcément, le berger se précipite pour voir l'état de santé de son chien et Héraclès le tua de la même façon. Bon, bah... ok. Héraclès se mit à guider le troupeau. Après ce spectacle, pas étonnant que les bêtes suivirent le mouvement. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Gérion décida de défier en combat singulier Héraclès. Non, fais pas ça! Et Héraclès attaque Gérion sur le flanc et le transperça en lui envoyant une flèche. Puis Héra arriva et se précipita pour aider Gérion. Et Héraclès réussit à la blesser d'une flèche au sein droit. Et elle a pris la fuite. Bordel, mais il a blessé une déesse! Bref, je vais pas vous raconter tous les périples de son retour en Grèce, ce serait beaucoup trop long. Il perdit quelques membres du troupeau en chemin, mais il finit quand même par réussir ce travail. Avant de parler de ce 11e travail, il faut préciser qu'Héraclès avait déjà réalisé 10 travaux en 8 ans et 1 mois. Ouais, le mec est acharné. Mais ce délicieux et gentil petit Eurysthée qui n'avait pas compté le 2e ni le 5e travail en ajouta 2 à Héraclès. Du coup, le 11e travail consistait à rapporter les fruits du pommier d'or qui était un cadeau de la terre-mère à une certaine Héra, oui, encore et toujours elle. Héra était tellement heureuse de cette offrande qu'elle le planta dans son jardin divin qui se trouvait sur les pentes du mont Atlas. Prométhée conseilla Héraclès de ne pas cueillir lui-même les pommes, mais d'utiliser Atlas pour le faire à sa place. En arrivant au jardin des Hespérides, Héraclès demanda donc l'aide d'Atlas qui accepta volontiers car Héraclès lui proposa de porter son fardeau pendant 1 heure. Je vous rappelle au passage qu'Atlas porte le poids du globe terrestre sur ses épaules. Atlas revint donc avec 3 sublimes pommes qui avaient été cueillies par ses filles. Décidément, les femmes, elles font le taf. Atlas trouva la liberté délicieuse et proposa à Héraclès de ramener lui-même les pommes à Eurysthée. Héraclès fit mine d'accepter, mais grâce à un petit stratagème, récupéra les pommes et redonna son fardeau à Atlas. Héraclès repartit en se moquant d'Atlas avec un petit signe de la main. La grande classe. Héraclès donna les pommes à Eurysthée qui les lui rendit. Il décida alors de les offrir à Athéna qui les restitua aux nymphes. Décidément, Héraclès n'est pas forcément à la hauteur de sa réputation sur ce travail, mais bon. Et on arrive déjà ou enfin au dernier des travaux d'Héraclès qui est dans la logique le plus difficile, ramener des enfers le chien Cerbère. Lorsqu'Héraclès arriva près des portes du Tartare, il vit ses amis Thésée et Pirithos attachés de façon cruelle à leur siège et il libéra Thésée du sien mais abandonna Pirithos. Perséphone, la femme d'Hadès, sortit alors de son palais et vint à la rencontre d'Héraclès qui l'accueillit comme un frère. Arrivé devant Hadès, il demanda Cerbère. Hadès prit un air sombre et dit « Il est à toi à la condition que tu parviennes à le maîtriser sans avoir recours à ta massue ni à tes flèches. Oh, j'ai l'impression qu'un cabot va se faire serrer le cou !» Héraclès découvrit donc le chien attaché par des chaînes aux portes de l'Achéon. Il le saisit hardiment au cou dont il surgit 3 têtes, chacune munie de serpents. Sa queue hérissée de fer se dressa prête à frapper, mais Héraclès, protégé par sa peau de lion, ne relâcha pas son étreinte et Cerbère, étouffé, dut céder. Bah tiens, c'est étonnant ça. Avec l'aide de la fabuleuse Athéna, Héraclès repassa le Styx sans encombre et remonta Cerbère tantôt en le traînant et tantôt en le portant. Il réussit toutefois après moult péripéties à ramener le chien à Mycène et à la vue d'Eurysthée. Et voilà, c'en est fini des 12 travaux d'Héraclès. J'ai pris un plaisir monstre à faire cette vidéo. Si d'autres vidéos sur la mythologie grecque vous tentent, dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que j'évoque. Cependant, sachez que la prochaine vidéo de ce genre sera consacrée sur les 12 dieux de l'Olympe. Mais vous le savez, je vous fais des bisous poilus barbus et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Giassas.